Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez spécifique, l'hypnose régressive ésotérique. On va s'appuyer pour ça sur des entretiens avec Nathalie Nieper, qui est hypnologue spécialisée dans ce domaine. Notre but, c'est de bien piger ce que c'est, cette HRE, et surtout ce qui la rend différente, quoi. Bon, alors, décortiquons ça. Qu'est-ce que cette approche a de si spécifique? Oui, alors allons-y. D'après les infos qu'on a tirées de Nathalie Nieper et sa pratique de la méthode Calogero-Griffasi, l'HRE, donc ça cherche vraiment les causes profondes des blocages qu'on peut avoir. L'idée, c'est d'accéder à ce qu'elle appelle la partie subliminale, la conscience profonde, si tu veux. Et un point intéressant qu'elle mentionne, c'est l'utilisation possible d'un télépathe. Ah oui, un télépathe. Oui, mais attention, pas comme un guide, hein, plutôt comme un, comment dire, un relais technique, hein, un canal neutre. C'est juste si la personne a du mal à accéder elle-même à cet état de conscience modifié, c'est une aide technique, voilà. D'accord, je vois. Un relais technique. C'est noté. Et justement, dans les sources, Nathalie Knepper insiste pas mal sur la différence avec d'autres types d'hypnose, non? Elle parle de l'éricksonienne qui agirait plus sur les trois niveaux du corps, ou même l'hypnose régressive façon Michael Newton, qu'elle a pratiquée avant apparemment. Alors, où est-ce que ça devient vraiment intéressant, cette distinction? C'est quoi le point clé? On y arrive, c'est vraiment là le cœur du sujet avec la méthode Griffasi, telle que Kneffer la présente. Le point central, et c'est assez radical, on peut dire, c'est le rejet total de toute aide extérieure pendant la séance. Quand je dis aide extérieure, je parle des êtres de lumière, des guides spirituels, anges, maîtres ascensionnés, tout ça. Oui. Selon l'expérience que rapporte Kneffer dans les sources, dans une très grande majorité des cas, elle parle de 90%, ces figures se révèlent être en fait des interférences, voire même des illusions créées par d'autres entités pour manipuler ou limiter la personne. Attendez, ça change tout. Ça veut dire que même les figures qu'on voit souvent comme positives, comme des aides, sont vues ici comme potentiellement problématiques. C'est une sacrée remise en question par rapport à plein d'autres approches, non? Absolument. C'est le postulat fondamental. La souveraineté totale de la conscience. Point. Dans cette méthode, aucune intervention extérieure n'est ni sollicitée ni acceptée. Knepper explique que les interférences qui peuvent être des implants énergétiques, des programmes, des parasites, sont parfois perçues par la conscience de la personne avec des formes symboliques particulières. Les sources disent que l'imagerie reptilienne, par exemple, revient souvent pour décrire certaines de ces interférences dans ce contexte précis. Mais le point crucial, c'est que seule la conscience de la personne concernée fait le travail. D'accord. Donc pas d'aide externe, qui pourrait même être des leurs. Mais alors, comment la conscience fait-elle le boulot toute seule? C'est quoi le mécanisme derrière ça? Alors ça, c'est le deuxième pilier, la partie subliminale, la conscience profonde, l'âme, peu importe le terme qu'on utilise d'après les sources. Cette partie est considérée comme ayant naturellement la capacité d'observer sa propre situation, de comprendre d'où viennent les problèmes, genre les pactes, les contrats anciens, les traumas d'origine, et surtout, elle a la capacité d'agir pour s'en libérer. C'est elle qui décide d'annuler des trucs, de démanteler des programmes, de virer les interférences. C'est un processus vraiment d'auto-investigation et d'auto-libération. L'opérateur, lui, il est juste là pour faciliter, de manière neutre. Et le but final de tout ça, c'est quoi au juste? C'est sortir des boucles infernales, des schémas répétitifs, débloquer des situations qui semblent coincées. L'HRE, selon Knepper, ça se concentre vraiment sur le pourquoi. Pourquoi on vit ça? En comprenant l'origine, la conscience peut changer sa propre perception et donc sa fréquence vibratoire, en quelque sorte. L'idée derrière, c'est qu'en changeant cette fréquence, la personne change sa réalité vécue. Elle peut sortir de lignes de temps, de scénarios qui n'étaient pas vraiment les siens, qui étaient dictés par ses interférences ou ses vieux contrats. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette affirmation que la solution, le pouvoir, tout ça, ça réside entièrement et uniquement dans la conscience de l'individu. Intéressant. Et Nathalie Knepper parle aussi de changements parfois très rapides après une séance, hein. Une métabolisation rapide, elle dit, et que ça peut amener des changements très concrets dans la vie. Des relations qui bougent, un changement de boulot, comme si la personne reprenait vraiment les commandes, quoi. Bah oui, c'est la suite logique du postulat de départ. La conscience retrouve son plein pouvoir, sa souveraineté. Donc, pour résumer un peu, l'hypnose régressive ésotérique, version Knepper-Griffasi, elle se distingue vraiment radicalement par ça, l'autonomie absolue de la conscience.
Elle n'a besoin de personne de l'extérieur et même elle doit se méfier de ce qui se présente comme une aide, car ce serait souvent une illusion ou une manipulation. C'est une perspective qui bouscule pas mal d'idées reçues sur l'aide spirituelle ou même thérapeutique. Ça pose une question assez fondamentale sur la nature de notre propre pouvoir, en fait. Tout à fait. Ça nous invite à penser que cette capacité à comprendre et à changer notre réalité, elle est peut-être déjà en nous dans notre conscience. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour notre vision de la conscience, de ses capacités réelles, profondes? Mais ça nous laisse peut-être avec une question à méditer. Si ce pouvoir fondamental de diagnostic, de libération, de modification, il est vraiment au cœur de chaque conscience, comme ces sources le suggèrent, qu'est-ce que ça change dans notre façon d'aborder nos propres difficultés au quotidien, même sans faire d'hypnose, hein? Et surtout, qu'est-ce qui, dans notre vie de tous les jours, pourrait bien nous empêcher d'accéder plus directement, plus consciemment à ce pouvoir souverain? Quels sont les principaux types de parasitage, d'interférence que cette méthode identifie? Surtout dans des cas comme l'abduction ou la possession, apparemment. Oui, tout à fait. Euh, L'idée centrale qui est véhiculée là, c'est vraiment celle d'une interférence quasi généralisée, en fait. Ces écrits décrivent un système assez complexe d'ingérence qui affecterait l'expérience humaine, et souvent sur plusieurs vies, quoi. D'accord. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Si on se base sur ces témoignages, ces analyses, par où on commence pour décortiquer tout ça? Alors, les documents proposent plusieurs catégories principales. D'abord, il y aurait ce qu'ils appellent des entités interférentes, qui agissent directement. Les reptiliens, par exemple, avec parmi eux les draconiens, sont cités très souvent. On parle d'une présence très très ancienne. Ancienne comment? Les textes avancent des chiffres assez fous, hein? 300 000, voire 500 000 ans. Ah oui, quand même. Oui. Et ils seraient impliqués dans le suivi de certaines lignées génétiques et aussi dans la modification de programmes, c'est le terme utilisé. Et on mentionne aussi d'autres types, comme les insectoïdes ou les fameux petits gris. Une présence sur 500 000 ans, ah ouais, c'est une échelle de temps qui donne le vertige, ça. Et leur méthode, comment ils agiraient selon ces sources? Principalement via deux outils qui reviennent tout le temps. D'un côté, les implants. Des implants, physiques. Alors, ils sont décrits comme pouvant être physiques, oui, mais aussi purement énergétiques. Leur but présumé, ce serait le contrôle, la surveillance, la modification génétique, ou même de déclencher des émotions bien précises, comme la peur ou la culpabilité. Des émotions dont ces entités se nourriraient, en quelque sorte. D'accord. Et le deuxième outil, c'était quoi? Les programmes? Exactement, les programmes. Ça, c'est présenté comme des conditionnements très profonds. Ça peut être mental, émotionnel, social, religieux même. Le but serait de maintenir les gens dans des schémas répétitifs, des boucles comportementales, quoi. Des boucles? Oui. Et certains de ces programmes seraient même hérités des ancêtres. C'est un concept que les sources appellent atavisme. Atavisme. Donc on hériterait de l'imitation de schémas liés à nos ancêtres. C'est ça l'idée. Comme des boucles comportementales transmises de génération en génération, liées peut-être à des traumatismes anciens de la lignée, par exemple. Fascinant. Et au-delà de ça, les sources insistent aussi beaucoup sur l'idée de tromperie, j'ai l'impression. Ah oui, ça c'est un point crucial. Ces écrits affirment qu'une très large majorité, ils citent même une analyse fréquentielle qui parlerait de 90% des cas. 90%. Oui, 90% des êtres qui se présentent comme bienveillants, genre guide spirituel, ange, maître ascensionné, ou même des ET positifs comme Ashtar Sheran, Mhm. ou même certaines figures divines anciennes, eh bien tout ça serait en fait des illusions, des sortes de façades. Des façades. Utilisées par qui? Bah, par ces mêmes interférents, justement. Pour gagner la confiance des gens, les manipuler plus facilement, et maintenir leur emprise en fait. Affirmer que 90% des figures dites de lumière seraient des leurs, c'est quand même une idée, pour le moins radicale, qui est présentée là. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et il y a aussi la question des pactes ou des contrats, c'est ça, hein? Exactement. Des pactes, des contrats. Passés consciemment ou pas d'ailleurs. Souvent dans des vies antérieures ou dans des moments de grande détresse, de grande vulnérabilité. Et ça, ce serait une autre porte d'entrée majeure pour ces interférences. D'accord. Et le but général de tout ça, ce serait quoi alors? Le but ultime, qui est décrit, ça reste toujours le même. Le contrôle? Le contrôle de la conscience humaine et la récupération d'énergie.
Surtout l'énergie des émotions humaines de basse fréquence, comme la peur, la colère, la tristesse. Et tout ça, ça s'inscrirait dans un système plus large qui viserait à maintenir une sorte de basse fréquence vibratoire sur Terre, influençant la société à tous les niveaux, politique, éducatif, religieux. Les textes mentionnent même un ciblage de zones énergétiques précises du corps. Oui, oui. Le chakra sacré, par exemple, est souvent cité. Ce serait une cible privilégiée pour contrôler la sexualité, la créativité, les pulsions de vie, qui sont vues comme des sources d'énergie très puissantes. Et il ne faut pas oublier les abductions non plus, j'imagine. Non, en effet, les abductions sont décrites comme des enlèvements physiques bien réels qui viseraient à faire des expériences génétiques ou à créer des hybrides. Ça fait partie de tout ce spectre d'interférences décrit dans ces sources. Bon, alors si on essaye de résumer un peu la perspective offerte par ces documents sur l'hypnose régressive ésotérique, on aurait donc... Des entités spécifiques, comme les reptiliens, Oui, entre autres. qui agiraient via des implants et des programmes, parfois même hérités. Elles utiliseraient la tromperie en se faisant passer pour des êtres bienveillants Tout à fait. La mascarade, comme ils disent. et s'appuieraient sur d'anciens pactes ou contraints. Et tout ça dans un but de contrôle et de récolte d'énergie. C'est à peu près ça. C'est une très bonne synthèse de la vision présentée dans ces écrits, oui. La manipulation de la conscience et du corps pour le contrôle et l'énergie. Assez direct, non ? Oui. Face à ce tableau d'interférences potentielles, la solution, la clé, elle ne viendrait pas tellement d'une aide extérieure, qui est souvent décrite comme un piège potentiel d'ailleurs, Exactement. mais plutôt de l'intérieur. De la reprise par chaque personne de sa propre souveraineté, de sa propre conscience. C'est ça, l'idée de reprendre son pouvoir personnel. Une piste qui invite vraiment à considérer la puissance de la conscience individuelle face à toutes ces influences externes allégées, une réflexion sur notre propre pouvoir intérieur en somme, selon cette vision très particulière. Comment l'humanité, d'après ces sources, se retrouverait vulnérable à une forme de parasitage par certaines entités. Et puis, quels seraient les objectifs de ces entités? Oui, tout à fait. Ces témoignages y décrivent souvent un système assez complexe, hein. On y parle d'interférences, parfois décrites comme reptiliennes, ou d'autres origines non humaines, qui manipuleraient l'humanité. Notre but, c'est vraiment d'essayer de comprendre les mécanismes de cette vulnérabilité supposée et les buts qu'on leur prête d'après ces séances. D'accord. Alors concrètement, comment cette vulnérabilité s'installerait? Les sources parlent de quoi? J'ai noté plusieurs choses. Des implants, par exemple? Énergétiques ou même physiques, c'est ça? C'est ça. Des implants qui viseraient à influencer nos pensées, notre énergie, et il y a aussi les conditionnements. Mentaux, émotionnels, sociaux. Des sortes de programmes, en fait? Exactement. Comme des programmes qui nous conditionnent, qui orientent nos réactions sans qu'on s'en rende compte, forcément. D'accord. Et les sources insistent beaucoup sur l'exploitation des émotions négatives. La peur, la culpabilité, la colère. Pourquoi spécifiquement ces émotions-là? Elles seraient comme une source d'énergie pour ces entités, une sorte de nourriture, quoi. Et puis, notre tendance à chercher des sauveurs à l'extérieur. C'est-à-dire? Que ce soit des guides spirituels, des maîtres, des dieux, ou même des figures politiques. Selon cette vision des choses, ça nous déconnecterait de notre propre pouvoir intérieur, notre pouvoir créateur. On deviendrait dépendant. Si je comprends bien, la vulnérabilité viendrait pas seulement d'une attaque extérieure, mais aussi de comment on fonctionne nous-mêmes. De nos croyances. C'est tout à fait ça. Les croyances limitantes sont un point clé, tout comme les systèmes éducatifs, sociaux, qui favorisent souvent la logique pure au détriment de l'intuition, du ressenti. Ça affaiblit nos perceptions plus subtiles, ça crée des failles en quelque sorte. C'est assez troublant comme perspective. Les sources évoquent même des entités qui se feraient passer pour des êtres de lumière. Oui, pour mieux manipuler justement. C'est mentionné. Il est aussi question de pactes, d'accords, parfois conclus dans d'autres vies, d'autres existences, qui nous maintiendraient liés. D'accord. C'est un tableau assez complexe. Et si ces vulnérabilités existent comme ça, pourquoi? Quel serait le but de tout ça? Alors là, les sources convergent pas mal. L'objectif numéro 1, ce serait le contrôle. Un contrôle global. Ensuite, la récolte d'énergie. Surtout cette énergie émotionnelle de basse fréquence dont on parlait. La peur, la colère. Voilà. Puis vient la manipulation génétique. L'idée serait d'adapter notre ADN à leur fréquence à eux, ou même de créer des hybrides. Donc, contrôler, récolter de l'énergie, manipuler génétiquement. Et surtout, un point fondamental, nous maintenir dans ces basses fréquences,
pour nous empêcher d'accéder à notre plan potentiel créateur, à nos mémoires, à qui on est vraiment au fond. Et il est même dit qu'ils utiliseraient notre propre capacité créatrice contre nous, pour manifester leur plan. Exactement. C'est une idée assez, oui, vertigineuse. On utiliserait notre pouvoir pour créer ce qu'ils veulent sans le savoir. Et il y a une idée encore plus controversée qui ressort parfois. Laquelle? Celle d'un contrôle de la population, voire une réduction, pour que le système soit plus facile à maintenir. Moins d'individus conscients, plus le contrôle est simple selon cette logique. Le thème récurrent, ça semble être qu'on est des créateurs puissants, mais qu'on est coupé de ça, maintenu dans l'ignorance par ces interférences. C'est le cœur du message, oui. Et la clé pour sortir de ça, d'après ces mêmes sources, ce serait de reprendre notre souveraineté individuelle, sortir des programmes. Absolument. Reprendre son pouvoir, sortir des croyances limitantes. Bon. Si on devait résumer les points clés issus de ces sources, la vulnérabilité humaine, ce serait quoi? Ce serait une combinaison d'implants possibles, de programmes mentaux et émotionnels bien ancrés, de manipulations génétiques potentielles, et surtout l'exploitation de nos émotions basses et de notre tendance à chercher des solutions à l'extérieur, à déléguer notre pouvoir. D'accord. Et l'objectif principal de ces entités serait donc le contrôle, la récolte d'énergie et la manipulation de notre potentiel créateur pour leur propre fin, en nous gardant dans l'ignorance de notre propre puissance. C'est bien ça, résumé comme ça. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens, qui découle directement de ces sources. Si on part de cette hypothèse qu'elles avancent, qu'on est des créateurs puissants mais temporairement coupés de ce potentiel, quelles petites étapes, au quotidien, on pourrait imaginer pour commencer à, disons, explorer et peut-être réactiver ce pouvoir, mais en dehors des systèmes de croyances établis et indépendamment de ces interférences décrites. Juste une piste de réflexion. Ok, alors aujourd'hui on se penche sur une question assez centrale qui ressort de certaines sources. Quel serait notre rôle, à nous humains, dans un système qui est quand même décrit comme assez limitant? Et surtout, est-ce qu'il y a des pistes pour s'en libérer? Oui, et il faut préciser qu'on explore ça via des entretiens avec Nathalie Knepper, une praticienne en hypnose régressive ésotérique. Donc ce sont ses perspectives sur la conscience, sur d'éventuelles interférences et sur notre autonomie qui sont au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'extraire les idées clés, cette nature créatrice qu'on aurait, les mécanismes d'interférence qui sont rapportés, et puis les chemins suggérés pour retrouver une souveraineté personnelle. Mhm. Alors, un premier point qui frappe fort, on serait des créateurs, très puissants même. Les sources disent « nous sommes les créateurs Ah oui ». Mais on aurait oublié ça, complètement oublié, coupé de nos mémoires, de notre propre pouvoir. Ça fait réfléchir, non? Carrément. Et en face de ça, les sources décrivent un système de contrôle. Elles parlent d'entités pas humaines, des parasites, des reptiliens. Bon, les termes changent. Ok, Et ces entités exerceraient une influence. Alors comment? Via ce qui est appelé des implants, des programmes mentaux, émotionnels. les implants. Oui, c'est le terme utilisé. Ou des manipulations génétiques. Et aussi un conditionnement social, éducatif, très orienté cerveau gauche, qui nous couperait d'autres capacités, quoi. D'accord. Et apparemment, c'est pas nouveau. On parle de 300-500 000 ans, une présence très ancienne. Et ce conditionnement, ça commencerait hyper tôt alors, dès la naissance avec l'héritage familial, l'atavisme comme on dit, C'est ça, les schémas hérités. et puis renforcé par la société, l'école. Enfin, c'est un tableau assez lourd qui est dépeint. Oui. Mais face à ça, la solution proposée, elle est radicalement intérieure. L'idée forte, c'est reprenez vos pouvoirs. Mhm. La libération, elle viendrait de nous, de l'intérieur, en réaffirmant notre propre souveraineté. Ce serait notre conscience profonde, la partie subliminale ou l'âme qui ferait le boulot pour se défaire de tout ça. Et l'hypnose régressive ésotérique, dans ce cadre, ce serait un outil. Exactement. Un outil pour aider cette conscience à observer et puis à annuler ce qui est vu comme des interférences, des pactes, les fameux implants, les programmes. L'objectif, c'est vraiment de sortir d'une boucle, comme dit la source. D'accord. Sortir de la boucle. Et là où ça devient
assez radical, c'est le rejet de toute aide extérieure. Pas de sauveur, que ce soit des guides, des anges, des maîtres ascensionnés ou même des ET sympas. Ah oui, carrément. Oui, tout ça est vu comme une illusion, un piège potentiel. La source dit même que c'est lié 90% du temps à un extraterrestre ou une entité pas forcément bienveillante. D'accord. Même la prière, c'est vu comme une façon de donner son pouvoir à l'extérieur. Donc, la clé serait vraiment uniquement en soi. Donc, au lieu de chercher dehors, faudrait plutôt écouter son intuition pour naviguer au-delà des programmes des conditionnements et retrouver sa propre route. C'est tout à fait ça. Et ça nous ramène à notre rôle, justement. Dans cette vision, on s'incarnerait pour expérimenter, pour créer bien sûr, mais aussi peut-être pour secouer ce système, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, l'expression est utilisée. J'aime bien l'image. Et il y a une idée d'impact collectif aussi. Si assez de gens changent individuellement. Oui, ça influencerait l'inconscient collectif. On parle de la théorie du centième singe, tu sais, cette idée qu'une prise de conscience se répand quand un certain nombre de personnes l'atteint. Ah oui, je vois. Ça pourrait même changer notre réalité commune. D'ailleurs, l'accélération du contrôle qu'on observerait aujourd'hui, ce serait interprété comme une sorte de panique du système, une réaction à cet éveil potentiel. Intéressant comme perspective. Et on en revient toujours au même point central. Ouais. On créerait notre réalité avec nos fréquences, nos croyances. Donc se libérer. Ça passe par changer ses fréquences internes. Consciemment. C'est un travail sur soi, sur ses propres vibrations. D'accord. C'est un sacré programme. Pour résumer le message principal de ces sources, Oui. l'humain, créateur par nature, serait pris dans un jeu qui le limite, mais la clé pour sortir, elle est en nous. En chacun de nous. Voilà. Par la conscience de soi, l'affirmation de sa propre autorité et le refus des programmes limitants et de ces figures de sauveurs extérieurs. Bon, ça laisse de quoi méditer. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser en suspens. Si, comme le suggèrent ces entretiens, on est les créateurs de notre réalité, mais qu'on est peut-être freiné par des programmes, des croyances. Quel programme personnel, quelle croyance on pourrait choisir d'examiner, là, aujourd'hui, juste pour voir, pour faire un petit pas vers plus de liberté? Alors, plongeons un peu dans ces sources qui nous intéressent. Elles proposent une vision assez particulière des figures qu'on appelle souvent anges, guides ou êtres de lumière. Oui, une perspective qui est issue de travaux autour de l'hypnose régressive, dite ésotérique, et aussi des interférences énergétiques. C'est un angle assez spécifique. C'est ça. Et notre but ici, c'est vraiment de cerner cette vision, de comprendre pourquoi elle est présentée comme si importante dans ces textes. Et surtout ce que ça implique pour notre propre autonomie, l'autonomie de la conscience. C'est là le nœud du truc. Tout à fait. Alors, le point de départ, c'est une affirmation qui est quand même assez frappante. Oui. L'idée que ces figures assez familières, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les anges gardiens, voire même certains extraterrestres qu'on imagine bienveillants, eh bien tout ça, ça pourrait n'être que des illusions. Ou pire, des manipulations, quoi. C'est exactement ça que disent les sources, des manipulations déguisées. Voilà. Et elle s'appuie beaucoup sur des infos qui viendraient de cette méthode, l'hypnose régressive ésotérique. D'accord ? Et d'après ces travaux, une sorte d'analyse fréquentielle. Une tentative pour voir la signature énergétique de ces êtres. Oui, Ça montrerait, dans une très très grande majorité des cas, on parle de 90% dans les sources. énorme. Oui, c'est énorme. Ça montrerait que ces entités, elles sont pas du tout ce qu'elles prétendent être. Ah oui, d'accord. Et elles seraient quoi alors si elles ne sont pas des guides bienveillants, Le plus souvent, il s'agirait d'entités ou d'extraterrestres qui interfèrent. qui sont là pour interférer avec les gens? Donc pas des aides désintéressées. Pas du tout. Leur vraie nature serait cachée derrière une belle façade, une façade bienveillante. Et dans quel but? Pourquoi cette mascarade d'après ces infos? Le but qui est avancé, c'est la récupération d'énergie. C'est assez direct. La récupération d'énergie, comment ça? En fait, ces entités nous pousseraient à co-créer, c'est le terme utilisé, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Co-créer quoi? Des systèmes de croyances, des dépendances. Les sources appellent ça des programmes de contrôle. D'accord. Et notre adhésion à ça, à notre énergie, tu vois, l'énergie émotionnelle, mentale qu'on met là-dedans, Oui. eh bien ça les alimenterait, elles. Et par ricochet, ça maintiendrait tout un système de contrôle plus large.
Donc si je comprends bien, croire en un sauveur extérieur ou attendre une aide de ces figures, Mhm. ça reviendrait en quelque sorte à leur donner le carburant dont elles ont besoin pour continuer. Exactement. C'est ça le lien qui est fait avec notre pouvoir personnel. C'est un point mais alors crucial. D'accord? L'idée, c'est que cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur, ça nous détourne de notre propre puissance, notre puissance créatrice qui est en nous, Qui résiderait où précisément? au cœur de notre conscience, dans ce que les textes appellent parfois la partie subliminale, notre être profond, quoi, notre essence. La partie subliminale. Oui. Et il y a une phrase qui reviendrait tout le temps, après des milliers de sessions d'hypnose mentionnées. Laquelle? Nous sommes les créateurs, simple. Nous serions incarnés dans notre propre création. Incroyable. Mais on aurait oublié ça. On aurait oublié notre nature fondamentale. Et cette critique, elle va assez loin, hein, parce qu'elle ne touche pas que les figures traditionnelles, comme les anges. Ah non, ça va plus loin. Les sources examinées, elles suggèrent que même des concepts plus modernes, je pense aux maîtres ascensionnés ou même à certains courants New Age, Tout à fait. eux aussi pourraient être déprogrammés. Mais oui, l'argument c'est qu'ils remplaceraient les vieilles structures, comme les religions, mais qu'au fond, la dynamique reste la même. C'est-à-dire, Une dynamique de dépendance, de soumission. On change juste les noms, les rituels peut-être, mais on délègue toujours notre pouvoir à une autorité extérieure. on reste dépossédé de sa souveraineté intérieure, en quelque sorte. C'est exactement ça. Alors, si tous ces guides externes sont vus comme potentiellement illusoires ou manipulateurs, vers qui on se tourne? C'est quoi l'alternative? L'alternative, ou plutôt la réalité fondamentale selon cette vision, c'est qu'il n'y a qu'un seul guide, un seul être de lumière qui soit authentique et fiable. Et c'est? C'est notre propre conscience supérieure, notre essence divine intérieure. C'est un retournement total, en fait. Ah oui, Chercher à l'intérieur uniquement, voilà. et non plus à l'extérieur. Les sources vont même jusqu'à dire que la prière, si on la comprend comme une demande à une force extérieure, Oui. ça pourrait, paradoxalement, ouvrir la porte à ces interférences. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça acte une séparation, ça acte qu'on délègue notre pouvoir, plutôt que de recevoir une aide authentique, C'est une idée qui bouscule quand même pas mal de pratiques très ancrées. carrément. Alors, en plongeant dans ces documents, il y a une question qui revient sans cesse. Qui sont vraiment ces influences, ces entités décrites dans les récits d'hypnose régressive? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un bloc monolithique ou est-ce qu'on a affaire, comme ça semble être le cas, à toute une ménagerie, peut-être même avec des niveaux différents? C'est exactement ça le nœud du problème, ou du moins ce qui émerge de tous ces témoignages. L'idée ici, c'est de voir ce que ces sources nous disent sur cette diversité, sur une possible classification de ces interférences, parasitaires, manipulatrices, peu importe le terme, pour l'instant. Et d'emblée, il y a des noms qui ressortent tout le temps. Reptiliens, draconiens, Très souvent, oui. et les récits les connectent à des choses assez lourdes. Hein. Abduction, manipulation génétique sur des lignées spécifiques. Prélèvement d'énergie émotionnelle aussi, la peur, la colère, la culpabilité, ça revient beaucoup. Oui, et puis ces histoires d'implants, parfois physiques, souvent énergétiques, pour garder le contrôle sur les gens, même sur plusieurs vies apparemment. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ces témoignages, ils dessinent un peu comme un écosystème, quoi. Ah oui, Bah oui. Au-delà des reptiliens et draconiens, qu'on décrit souvent comme visant un contrôle global, on entend parler des sectoïdes, les petits gris? parfois décrits comme ça, oui, ou comme une sorte d'IA biologique. Puis, autre chose, les démons, les djinns. Eux, ils seraient très ancrés dans notre matière, très proches. Différents des autres donc. C'est ce qui est suggéré. Et enfin, souvent placés plus haut dans la chaîne d'influence, on aurait les archontes ou démiurges. Archontes, démiurges. Ils ne seraient pas de simples parasites, mais plutôt des architectes, des gestionnaires de systèmes de contrôle. Ils garderaient la main mise sur leur création, à la différence d'un parasite simple, qui a juste besoin d'un hôte pour l'énergie. Fascinant. Et concrètement, ce contrôle, il passerait par quoi, d'après ces lectures? C'est pas juste être là, j'imagine. Non, loin de là. Les mécanismes décrits sont variés. Il y a les implants, on en a parlé. Ils pourraient agir comme des déclencheurs d'émotions ou affecter la biologie. D'accord. Mais il y a aussi, et c'est peut-être central, les programmes mentaux. C'est-à-dire? Les systèmes de croyances limitantes, qu'elles soient religieuses, sociales, personnelles, tout ce qui nous maintient dans des rails en quelque sorte. Mhm. Et la manipulation des émotions, souvent via les chakras inférieurs, semble être une stratégie clé pour maintenir l'individu dans une fréquence basse,
une fréquence dont ces entités pourraient se nourrir. Ça suggère une intention très claire, tout ça. Et cette idée d'hiérarchie, elle s'articule comment? C'est une pyramide bien définie? Ce qui ressort, c'est que la structure semble plutôt dépendre des objectifs et des capacités de chacun. Les archontes démiurges, si on suit cette logique, seraient au sommet parce qu'ils créent ou gèrent les structures de contrôle elles-mêmes. Et les autres? D'autres pourraient être des exécutants ou juste des opportunistes qui profitent de l'énergie générée. Et, chose intéressante, les sources parlent aussi de conflits entre eux. Ah bon? Entre factions. Oui, des désaccords sur les méthodes, des luttes pour le contrôle de ce qu'ils voient comme des ressources. Ce n'est pas un front uni apparemment. Et là, on arrive à un point qui est franchement assez perturbant dans ces lectures. C'est le cas des figures qu'on voit d'habitude comme positives. Ah oui, les aides extérieures. Voilà. Ange, guide, maître ascensionné. Et même des noms comme Ashtar Chiran, présentés souvent comme un commandant ET bienveillant. Qu'est-ce que ces analyses sous hypnose en disent? C'est probablement un des points les plus controversés qui sont rapportés, oui. Les praticiens de cette méthode affirment que, dans la très grande majorité des cas étudiés, on cite souvent le chiffre de 90%, 90%, ouais. ces figures d'aide se révèlent être des illusions, des masques en fait, utilisés par d'autres types d'entités, y compris reptiliennes pour Ashtar Chiran, selon ces mêmes sources. Donc même les potentiels sauveurs? Pourrait être une autre forme de manipulation. Ça remet sacrément en question la vision traditionnelle du bien et du mal, ou de l'aide qui viendrait d'en haut, quoi. Ce qui nous laisse avec une image bien complexe. On est loin dans la simple bataille ange contre démon. Tout à fait. Si on essaye de synthétiser ce qui sort de ces documents, on a un tableau d'interférences potentielles hyper varié. La vraie distinction serait peut-être pas tant bon contre méchant, Mais plutôt... entre des entités qui agissent au niveau de la structure, qui créent ou gèrent les systèmes de contrôle, et celles qui sont plus purement parasitaires, dépendantes de l'énergie d'un autre. Mais dans tous les cas, le message qui revient toujours, c'est l'appel à l'autonomie de la conscience, la capacité de l'individu à se dégager de tout ça. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion, je trouve, en lien avec tout ça. Finalement, savoir qui exactement interfère, est-ce que c'est si crucial que ça? Par rapport à comprendre comment ils opèrent? Exactement. Comprendre les stratégies. Manipulation génétique, détournement émotionnel, programmation mentale. Si on accepte la prémisse de ces sources, est-ce qu'il y a une différence si fondamentale pour la personne qui le vit entre un parasite qui a besoin d'énergie maintenant, tout de suite, et une entité qui vise un contrôle structurel à long terme? Bonne question. Et comment cette distinction ou cette non-distinction, peut-être, pourrait éclairer différemment la recherche d'autonomie et de libération personnelle? C'est quelque chose à méditer, je pense. Alors plongeons dans l'analyse de ces documents. L'idée forte qui ressort, c'est celle de programmes de contrôle. Très anciens apparemment, ils influenceraient notre quotidien de manière assez subtile. Ces écrits suggèrent vraiment des mécanismes d'influence qui remonteraient loin. On va essayer d'explorer ensemble comment, d'après ces textes, ces programmes pourraient se manifester. Concrètement. Exactement. Ces documents y décrivent des concepts comme le parasitage énergétique. C'est présenté comme une sorte de siphonnage d'énergie vitale, ou encore des implants non physiques, décrits un peu comme des structures éthériques qui influenceraient nos comportements. Hmm. Il est aussi question de programmes mentaux, émotionnels, qui conditionneraient nos expériences. Parfois sur plusieurs vies, hein. L'idée, c'est de nous maintenir dans un certain état de conscience, une fréquence vibratoire spécifique. C'est le terme utilisé. C'est une perspective assez singulière, oui, et qui peut interpeller, forcément. Alors, comment ces sources décrivent la manifestation concrète de ces programmes au quotidien et à travers le temps? C'est un peu ça la question centrale, non? Oui, et les textes donnent des exemples assez précis. Des blocages récurrents dans la vie, des schémas répétitifs qu'on n'explique pas, des difficultés relationnelles persistantes. Ils vont même jusqu'à suggérer que des phénomènes comme les malédictions familiales ou certaines maladies génétiques pourraient être des signes. Ah oui, quand même. Des signes de ces interférences ou de ces programmations. Voilà. Donc, des impacts très directs sur le vécu individuel, familial même. Et quelle origine ces sources attribuent à tout ça? Alors, l'hypothèse avancée dans ces écrits pointe vers des entités non humaines, parfois nommées reptiliennes. Elles seraient présentes depuis très très longtemps. La période sumérienne est souvent citée comme un repère. D'accord. Et selon cette perspective, ces entités auraient manipulé, en quelque sorte, la génétique humaine, les lignées familiales aussi,
via ces implants ou ces programmes, dans le but de contrôler notre évolution et de nous maintenir dans une certaine gamme de fréquences émotionnelles et génétiques. D'accord. Si on suit cette logique, celle présentée dans les sources bien sûr, comment ça s'appliquerait au niveau de la société? Vous parliez de l'éducation. Oui, l'éducation est mentionnée. Un argument exposé, c'est que certains systèmes sociaux, comme le modèle éducatif dominant ici en Occident, eh bien, ils privilégieraient le développement de l'hémisphère cérébral gauche, la logique, l'analyse, la structure. Mhm. Au détriment de l'hémisphère droit, qui est plus lié à l'intuition, la créativité, la vision d'ensemble. Et d'après ces documents, ça formerait des individus plus rationnels, certes, mais potentiellement moins connectés à leur intuition. Et donc plus facile à influencer, c'est ça? C'est ça l'idée. C'est la vision présentée, oui. Plus facile à diriger, en quelque sorte. Intéressant. Et il y a un autre mécanisme clé qui est souligné, c'est la manipulation par les émotions. Négatives, c'est ça? Peur, colère, culpabilité. Tout à fait. C'est présenté comme un levier majeur. Maintenir la population dans ses états émotionnels, de basse fréquence, comme ils disent. Ça permettrait, selon ces textes, d'alimenter ce système de contrôle. Et comment? Par quel biais? Les médias sont cités, la télévision notamment, comme des outils capables de générer ces émotions et de créer ce que les sources appellent des égrégores collectifs, des sortes de champs d'énergie créés par les pensées ou émotions partagées, souvent négatifs. Les sources vont même plus loin. Elles évoquent des événements historiques majeurs, non? Effectivement, des événements comme des pandémies, que ces textes présentent comme cycliques d'ailleurs, tous les 100 ans environ, sont décrits comme des chocs fréquentiels, délibérés, visant à inscrire des programmes de peur, de soumission dans l'inconscient collectif, voire l'ADN. C'est assez énorme comme idée. Oui. Et les sources relient aussi ces entités présumées à ce qu'elles nomment le Deep State, ou des structures de pouvoir mondial cachées. Elles suggèrent que ces entités dirigeraient ou pactiseraient avec certaines élites humaines pour mettre en œuvre leurs plans. En utilisant quoi? Notre propre capacité créatrice. C'est ça. Elles utiliseraient la capacité créatrice humaine, définie ici comme la faculté de manifester la réalité par la pensée, pour servir leurs propres agendas. Ce qui est aussi assez radical, je trouve. Dans ces documents, c'est la remise en question d'aides qu'on perçoit souvent comme positives. Je pense aux guides spirituels, aux anges, maîtres ascensionnés, même certains contacts extraterrestres dits bienveillants. Oui, c'est un point frappant. Ces figures sont dépeintes ici comme potentiellement illusoires. Des masques, en quelque sorte. Des masques. Utilisés par ces mêmes entités pour récupérer de l'énergie. Via l'adoration, la dépendance. Des concepts comme le karma, enfin, tels qu'interprétés par certains courants, l'attente d'un sauveur extérieur, ou même certains rituels New Age, sont critiqués comme reproduisant d'anciens schémas de soumission, de dépendance. Alors, quelle serait l'alternative selon ces textes? Le message central, vraiment martelé, c'est que la seule véritable ressource, le seul pouvoir authentique, il réside dans la conscience individuelle et sa souveraineté propre. En somme, cette analyse des documents nous confronte à une vision du monde où des programmes de contrôle subtils seraient omniprésents. Merci pour cet échange. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir et à bientôt.